Ndongo Sambasila, bonjour. Bonjour Fred. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, chercheur, co-auteur avec la journaliste Fanny Pigeot du livre L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, paru en 2018. Et en tant que chercheur, vos travaux sont axés sur le commerce équitable, les marchés du travail dans les pays en développement, les mouvements sociaux, la théorie démocratique et la souveraineté économique et monétaire. Nous aurons le temps de discuter de ce point précis. Alors, ces 4 dernières années, on a assisté à une sorte de pandémie de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Coups d'État qui ont touché respectivement le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger. Et le dernier coup d'État en date, celui du Niger, survenu le 26 juillet 2023, est intervenu dans un contexte où l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, était sur une ligne de crête où elle disait les coups d'État, ça suffit, il faut qu'on arrête, trop c'est trop. C'est d'ailleurs ce qui a poussé l'organisation à infliger de lourdes sanctions économiques au Niger depuis 7 mois. Sanctions qui, de toute évidence, ont fait plus mal aux populations qu'aux auteurs du coup d'État. Alors, dans la foulée, le 10 août 2023, la CEDEAO annonce une menace sans cesse contre le Niger, une menace d'intervention militaire visant à rétablir le président Bazoum déchu dans ses fonctions. Bon, il faut peut-être se réjouir que cela ne soit pas intervenu à ce jour. Alors, ces sanctions économiques et surtout ces menaces d'intervention sont toutes illégales parce qu'aucun des textes de la CEDEAO ne préconise contre un État membre en cas de coup d'État une intervention. Et donc cela a créé une sorte de confraternité, de solidarité entre les militaires qui sont d'ailleurs soutenus en grande majorité par leur peuple. Je parle surtout du Mali, du Burkina et du Niger parce que la Guinée c'est quand même un cas assez à part. Quand s'est créée cette sorte de solidarité, de confraternité, ils ont essayé de mettre en garde la CEDEAO et la France contre une intervention militaire qui est considérée selon eux comme une agression contre le Mali, le Burkina et le Niger en même temps si l'organisation s'entêtait à passer à l'intervention. Le temps passant et au fil des mois, ces 3 pays se sont fortement rapprochés entre eux et ont signé une charte, la charte du Liptako-Gourma qui acte la création de l'Alliance des États du Sahel. Un ensemble qui au départ se voulait stratégique, mais qui au fil des mois a pris d'autres orientations pour un futur commun à envisager. Ce sera donc un ensemble aussi bien politique qu'économique. Ils réfléchissent d'ailleurs à la possibilité d'aller vers une confédération. Alors, on en était là quand le 28 janvier plutôt, contre toute attente, les 3 pays annoncent concomitamment leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO, alors même qu'en vertu des textes, il faut 1 an pour qu'un État membre parachève son processus de retrait. Finalement, ce dimanche 25 février, quelques semaines après, la CEDEAO lève la quasi-totalité des sanctions contre le Niger de manière unilatérale sans avoir rien obtenu de ce qu'elle attendait du général Tchani, le chef de la junte du Niger. Alors, Ndongo Sambasila, je campe un peu le contexte dans lequel nous réalisons cet entretien. Première question, comment est-ce que vous réagissez à la levée de la quasi-totalité des sanctions contre le Niger par la CEDEAO? Merci pour cette question. Mais je vais commencer d'abord par apporter une petite précision. Quand vous parlez de coup d'État, vous parlez de coup d'État militaire. Coup d'État militaire? Oui. Très bien. Parce qu'il y a eu quand même des coups d'État civils. Oui, éventuellement on pourra en parler. Pour lesquels il n'y a pas eu de sanctions. C'est ça. Et ce qu'il faut dire également en ce qui concerne ces coups d'État, c'est que pour l'essentiel, contrairement à ce qui s'est dit, parce qu'il y a une certaine opinion selon laquelle il y aurait un retour des coups d'État en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de retour des coups d'État. Il n'y a pas de retour. Quand on regarde en tout cas les statistiques, il n'y a pas de retour des coups d'État. Ce qu'il y a, c'est un phénomène permanent de coups d'État militaires dans les pays francophones. Parce qu'il n'y a que dans les pays francophones où on a des coups d'État militaires. Et ce n'est pas valable sur le reste du continent. En tout cas, c'est de moins en moins le cas sur le reste du continent. Depuis 2020, il y a eu 9 coups d'État militaires, 8 dans les pays francophones. Donc vous avez en Guinée, Gabon, vous avez 2 au Burkina, 2 au Mali, un coup d'État au Niger, un coup d'État au Tchad. Le seul coup d'État militaire qui ne soit pas de la partie francophone, c'est le Soudan. Et de manière générale, on peut voir que les coups d'État interviennent, en tout cas, dans 2 contextes. En tout cas, les contextes militarisés par l'Occident, comme au niveau de la bande sahélienne, c'est-à-dire, bon, à tous ces pays, hein, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Soudan.
et aussi voilà, les pays francophones comme la Guinée et le Gabon, où ces pays ne sont pas, disons, dans un contexte, en tout cas, où il y a une menace djihadiste ou séparatiste, etc. Et donc c'est ça qu'il faut dire. Donc il n'y a pas de retour des coups d'État militaires. Il y a un problème permanent dans les pays francophones. Et quand on regarde les statistiques sur le long terme, on voit également que, bon, les pays d'Afrique francophone ont été historiquement les champions même du monde des coups d'État. Ça, il faut le dire. Et ça, il faudrait l'expliquer. Et au coup d'État militaire, se sont rajoutés des coups d'État civils qui n'ont pas été sanctionnés. Ça, il faut le dire. C'est ça. Donc, on a des putschistes militaires et des putschistes civils. Oui. Mais on ne dit rien des putschistes civils. Et donc, ce qu'il faut dire également par rapport à ces sanctions, vous l'avez rappelé, c'est que c'est des sanctions qui ont souvent été illégales. Et ce n'est pas seulement des sanctions de la CEDEAO. C'est des sanctions qui sont passées par la CEDEAO, pour certaines. Parce qu'il y a des sanctions qui viennent de la France et des pays de l'UEMOA. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cadre, par exemple, des sanctions qui ont été mises en place, sanctions financières, dans le cas du Mali, en janvier 2022, et dans le cadre du Niger, depuis le coup d'État de juillet 2023, ces sanctions sont totalement illégales, mais aussi ont été orchestrées par la France via des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Dans le cas de la Guinée, quand il y a eu les sanctions au mois de janvier, en fait, la Guinée a sa propre monnaie. Donc on ne pouvait pas demander à la Banque centrale de Guinée de priver le gouvernement guinéen de l'accès à ses propres comptes. Mais quand vous êtes dans le système franc CFA, c'est possible. Ce qui a été fait dans le cadre du Mali en janvier 2022 et aussi dans le cadre du Niger. Oui. Et donc c'est des sanctions totalement cruelles et illégales parce que ça affecte d'abord les populations. Donc c'est quand vous n'avez pas votre monnaie et que vous êtes dans une union monétaire contrôlée par l'ex-puissance coloniale, c'est dans ce contexte-là qu'il est possible que la Banque centrale prive le gouvernement de l'accès à ses comptes et le prive même en fait de l'accès au marché financier régional de l'UEMOA. Et donc un pays comme le Niger a fait défaut sur sa dette depuis le coup d'État. Et ça, normalement, ça ne devrait pas être possible, mais ça a été orchestré. Et donc c'est des types de sanctions dont les gens ne parlent pas, et qui portent clairement l'empreinte de la France-Afrique. Oui. Donc ça, il faut le dire. Donc c'est des sanctions qui sont passées par la CEDEAO pour certaines et qui sont illégales et qui ont généré beaucoup, en tout cas, de misère auprès des populations. Donc ces sanctions, oui, elles devaient être levées parce qu'elles sont illégales, oui. Totalement illégales. Et elles ont davantage décrédibilisé, discrédité la CEDEAO. Parce qu'entre pays voisins, on peut toujours trouver une manière de négocier, même s'il ne s'agit pas de justifier les coups d'État militaires. Parce que quand ces sanctions sont mises en place, ce sont toujours les peuples qui trinquent d'une certaine manière. Donc il est heureux que ces sanctions, en tout cas, soient levées en partie, parce qu'il y a toujours des sanctions qui concernent, disons, les dirigeants. Très bien. Alors, Ndongo Samba, si la levée de ces sanctions intervient quelques semaines après la décision du Mali, du Burkina et du Niger de se retirer de la CEDEAO, ils ont créé leur ensemble qu'ils appellent l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alors, quelle va être la conséquence du retrait de ces pays de la CEDEAO, conséquence pour la CEDEAO elle-même? Bon, dans le communiqué de la CEDEAO, qui est paru récemment, je veux dire hier, il y a un ensemble de choses qui ont été écrites. Par exemple, il y a des financements régionaux qui passent à travers la CEDEAO. Il y a la possibilité, en tout cas, d'avoir la liberté de circulation des personnes, la liberté d'établissement, etc. Ça va être compliqué avec le retrait de la CEDEAO. C'est ce que les dirigeants de la CEDEAO ont dit, tout en exhortant ces trois pays à revenir à la raison, en discutant, en dialoguant, pour rester dans la CEDEAO. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la CEDEAO elle-même aurait dû commencer par le dialogue. Elle ne l'a pas fait. Elle a agité tout de suite le spectre de l'intervention militaire. Mais pourquoi? Mais parce qu'un pays, en particulier la France, voulait l'intervention militaire. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu cette intervention militaire. Et il y a eu des sanctions très dures et illégales, et comme j'ai dit, certaines qui sont passées par le système français. Et donc, ça veut dire que la CEDEAO elle-même a outrepassé, en tout cas, son mandat et ce qu'on attendait d'elle. Parce que la CEDEAO, au départ, c'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas une communauté politique. Et la CEDEAO n'a pas les instruments, en tout cas, pour gérer ce type de crise.
c'est-à-dire qu'il s'agisse des putschs militaires, et pour les putschs civils, la CEDEAO n'y peut rien. Donc la CEDEAO devait se cantonner à un rôle économique. Et d'ailleurs, ça a été toujours ça, sa faiblesse. Vous savez, quand la CEDEAO a été créée en 1975, le grand panafricaniste Cheikh Anta Diop, il avait accordé une interview à Carlos Moore à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait à l'époque, en fait, je ne me fais pas d'illusions sur la CEDEAO. Je pense que ça ne marchera pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'intégration économique rationnelle des pays africains ne peut précéder leur intégration politique. Et ça, on le voit. C'est-à-dire qu'il fallait partir sur une démarche fédérale, fédéralisme politique. On veut une fédération ouest-africaine. À partir de là, on pourra rationnellement organiser nos économies. Mais quand vous partez par l'intégration, par les marchés, d'une certaine manière, parce que ça a été la voie choisie par la CEDEAO, après que vous vouliez avoir des prérogatives sur le plan politique, sécuritaire, ça devient compliqué. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la souveraineté nationale. Et donc, quand les dirigeants de l'AES, Alliance des États du Sahel, ont parlé de menaces existentielles, je pense qu'ils ne sont pas exprimés, disons, de manière explicite. Oui, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est très clair, d'une certaine manière. C'est très clair. Et ils ont pesé leurs mots, parce que c'est une menace existentielle. Parce que quand une organisation qui est censée lutter, en tout cas œuvrer à l'intégration régionale, économique régionale, pense tout de suite à mener une guerre contre ses voisins, une guerre dévastatrice, surtout au vu de ce qui s'est passé en Libye, et aussi des défis quotidiens que ces trois pays ont, penser tout de suite à l'option militaire, oui, c'est une menace existentielle. Et quand de surcroît, en fait, cette organisation est sous la dictée de puissances étrangères, oui, ces pays ont raison de parler de menace existentielle. Donc la CEDEAO doit faire son aggiornamento et, si possible, réparer les nombreux dégâts qu'elle a posés. Mais est-ce qu'elle peut le faire? Parce que justement, pour l'instant, il n'y a pas eu de CEDEAO des peuples, mais juste une CEDEAO de quelques chefs d'État. Les trois pays de l'AES sont très clairement dans une logique de parachèvement de la décolonisation, d'autodétermination et s'érigent contre l'impérialisme occidental et très précisément français. Alors, lorsqu'ils ont pris leur destin en main, ils ont pris un certain nombre d'orientations et on peut noter par exemple la volonté de nationaliser leur économie, la rupture de certains accords qui étaient très clairement en faveur de la France, la puissance coloniale, la création d'entreprises d'État pour la transformation des matières premières. Est-ce que pour vous, tout ça, ce sont de bonnes décisions pour ces pays? Bon, seul l'avenir nous dira si c'est de bonnes décisions. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que dans la perspective panafricaniste, on a toujours pensé avec les Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, qu'il fallait que l'Afrique mutualise ses ressources. C'est-à-dire qu'on se dirige vers une option fédéraliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est des pays qui soient intégrés d'abord sur le plan politique, qu'il y ait une coordination au niveau militaire, qu'il y ait une coordination au niveau commercial. Nkrumah parlait par exemple de One Common Selling Policy. Il disait par exemple dans Africa Must Unite, mais pourquoi en Afrique nous produisons l'essentiel du cacao mondial? On avait à l'époque Nigeria, Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire. Pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble pour fixer le cours mondial du cacao? Pourquoi nous ne le faisons pas? Il a fallu attendre 50 ans pour voir le Ghana et la Côte d'Ivoire se mettre ensemble. Il y a des pays, les pays sahéliens ont des structures économiques assez homogènes, ont des défis communs sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, etc. Et donc il est naturel que ces pays se regroupent. Et donc dans une dynamique panafricaniste, c'est ce qu'on souhaite. Mais le paradoxe, c'est que les gouvernements qui étaient là, dits démocratiquement élus, n'ont jamais été dans cette dynamique. Ils ont plutôt suivi l'agenda des puissances impérialistes, etc. Et donc c'est ça qui explique d'une certaine manière l'élan populaire qu'il y a derrière ces pays, parce que les populations sentent qu'il faut aller vers une option panafricaniste. Et ce qui a sauvé la sous-région d'une guerre dévastatrice, c'est parce que tous ces pays ont dit que si vous attaquez l'un d'entre eux, vous nous attaquez tous. Et ce qui a fait que, bon, on n'a pas été déstabilisé, parce que la guerre qu'il y aurait eu, mais aurait été dans ses conséquences, aurait eu des conséquences incalculables pour nous tous. Vous imaginez le Sénégal faire la guerre au Mali, le Nigeria faire la guerre au Niger, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes pays. Et donc, avoir pensé à cette option, mais c'est de la folie. Et donc, voir que les pays
les plus faibles sur le continent, et parmi les plus faibles au monde d'un point de vue économique, maintenant se regroupent pour aller vers une en tout cas, dynamique panafricaniste. C'est des choses qu'il faut encadrer, qu'il faut encourager, mais dans un cadre de panafricanisme, de liberté pour les peuples et de démocratie renforcée, mais une démocratie également à définir dans son contenu, parce que la démocratie ne peut pas être mimétique. Et donc, ce sont ça les défis. Et voilà, nous tous, nous devrions voir de manière constructive comment aller vers cette dynamique panafricaine, parce qu'on va vers un monde multipolaire et il est temps que l'Afrique soit son centre. Et pas que les pays africains soient éparpillés entre les différentes puissances. Oui. Et donc, c'est ça qui se joue actuellement au Sahel. Oui.